Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la première vidéo de l'année 2018. Oui, en février, je suis désolée, mais je vous avais fait un article en janvier. Voilà, la fille qui essaye de déculpabiliser un petit peu. On va commencer tout en douceur aujourd'hui. Je suis désolée, pas de bricolage. Je sais, il y en a qui étaient déjà dans les starting blocks, prêts à bricoler, les mains qui démangent, etc. Non, on ne va pas bricoler, on va discuter aujourd'hui. En tout cas, moi je vais beaucoup parler, je vais essayer d'être la plus concise possible, mais vous me connaissez. Je vais, dans cette vidéo, du coup, essayer de profiter de l'occasion, comme je vous ai dit, pour démarrer en douceur ma série de vidéos, avec une question qui m'est très souvent posée, notamment dans mes vidéos d'introduction au scrapbooking, à savoir, bonjour, oui, parce qu'en général, vous êtes poli et ça c'est adorable, je démarre le scrapbooking ou la carterie et je voudrais savoir quels sont les matériaux que tu continues à utiliser, les outils que tu as laissé tomber en cours de route, je suis un peu perdue, je sais pas trop quoi choisir, etc. Alors aujourd'hui, je ne vais pas aborder le volet qu'est-ce que je devrais acheter en tant que petit nouveau, en tant que petit padawan de la carterie et du scrapbooking. Moi, je vais plutôt vous parler dans un premier temps, parce que cette vidéo, elle viendra, promis. Mais aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, moi, je vais vous parler de mes petits chouchous, soit des outils que j'utilise depuis plus de 10 ans, les mêmes que j'avais achetés il y a 10 ans à Cultura et que je continue à utiliser, donc qui sont pour moi des incontournables, soit des petits chouchous qui sont venus s'intégrer en cours de route. Je pense qu'il y en a que vous connaissez déjà parce que je vous ai bassiné avec ça dans toutes mes vidéos et notamment dans mes publications Instagram pour Noël avec mes cartes. Du coup, je vais essayer de vous présenter voilà, mes petits chouchous, les outils qui continuent à m'accompagner dans mon processus créatif plus de 10 ans après avoir démarré. Je pense que ça peut être une petite occasion du coup d'échanger ensemble, de découvrir peut-être des produits pour les personnes qui rentrent un petit peu dans cet univers créatif et qui ne connaissent pas trop. Et du coup, voir un petit peu ce que moi je trouve intéressant à conserver et ce que du coup j'ai éliminé au fur et à mesure. Voilà, je m'arrête avec cette introduction beaucoup trop longue, mais vous me connaissez, je suis bavarde et ça me fait super plaisir de vous retrouver. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous dis à tout de suite. On va commencer avec mes deux premiers outils chouchous, ceux que j'utilise depuis pratiquement plus de 10 ans. En tout cas, lui, c'est sûr que ça fait plus de 10 ans que je l'ai. C'est ma cutting mat. Donc, ma planche de découpe sur laquelle je fais l'ensemble de mes cartes. L'intérêt de cette planche, c'est que du coup, même si elle a l'air très sale, elle est très propre. Je fais en sorte qu'elle soit très propre dès que je commence. Et du coup, je sais que je peux travailler avec mes papiers pour mes cartes sur cette planche de découpe, qu'il n'y aura absolument aucun résidu de colle, aucun résidu d'encre qui viendra du coup tacher ma carte. C'est une planche de découpe, donc c'est également un outil qui est très pratique pour faire l'ensemble de vos découpes sans avoir à abîmer vos lames et vos surfaces de travail. Donc voilà, comme je vous dis, elle dure assez longtemps. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai celle-là et elle me convient encore très bien. Peut-être que je vais la changer parce qu'elle commence à être pas mal rayée et que les rayures commencent à être pas mal significatives, mais en tout cas, c'est un de mes favoris et je pense racheter ce format-là A4 qui est un format qui est parfait, surtout si vous êtes un petit peu des créateurs nomades. C'est beaucoup plus pratique d'emporter une cutting mat de format A4 qu'une cutting mat de format A6. Voilà, donc c'est un de mes favoris qui me suit depuis que j'ai commencé. Autre favori, je vous l'avais déjà présenté, c'est mon Massico, le Massico Fiskars, que j'ai acheté quasiment quand j'ai commencé. L'intérêt pour moi de ce massicot là, c'est qu'il va vous faciliter, qu'il me facilite les découpes. Je n'ai plus à m'embêter avec ma règle, mon petit crayon pour prendre la petite marque, etc. Je fais directement tout ça avec mon massicot. J'aime bien cette surface qui est grande, du coup avec des dimensions qui sont déjà préétablies, donc j'ai même pas besoin de mesurer, j'ai juste à me fier à ces marques là. Et si j'ai des papiers plus grands, j'ai ma petite
réglette. Donc c'est et ça restera un de mes favoris chouchous. C'est vraiment un modèle que j'ai réfléchi lorsque je l'ai acheté et je ne regrette absolument pas. Comme je vous dis, 10 ans après, je continue à l'utiliser. Il n'est pratiquement pas abîmé à part un petit accroc ici. Et je change régulièrement les petites lames et ça me convient très très bien. Deux autres petits incontournables en ce qui me concerne, je vous ai sorti, ce sont je crois à peu près les seuls petits outils que je vous ai sortis. Mon petit plioir en os, en je sais pas quoi, en tout cas c'est pas du plastique. Il n'a pas bougé, il est parfait, il continue toujours à m'aider à faire soit des rainures qui me permettent de faire des beaux pliages, soit à faire des petits traits d'embossage. Et mon petit scalpel qui a connu une vie bien meilleure parce que la lame est cassée, mais elle continue à couper, donc je la conserve. Ça reste des outils que je continue à utiliser avec mes ciseaux bien sûr, mais je pense que j'avais pas forcément besoin de vous présenter mes ciseaux. Ce sont des outils chouchous que je continue à utiliser malgré l'ensemble des millions d'outils que je peux avoir à ma disposition autour de moi. Concernant mes chouchous pour le tamponnage, je vais avoir deux outils que j'utilise très régulièrement pour lui et quasiment systématiquement pour l'autre, à savoir la presse de tamponnage de Fiskars et la Misty ou assimilée Misty. Moi je vous présente la Misty, mais vous avez une pléthore d'autres marques maintenant qui proposent ce système de presse de tamponnage de précision comme ils disent. Moi j'avoue que même si c'est un investissement, bon elle coûte beaucoup moins cher maintenant, mais même si c'est un investissement, ça serait un outil que je conseillerais pour un petit nouveau qui démarre, qui n'est pas forcément assuré au niveau de ses tamponnages. Pour moi c'est un outil que j'utilise et je me suis même rendu compte que je délaisse mes tampons bois justement parce que je préfère utiliser la Misty et du coup les tampons qui vont pouvoir rentrer dedans. Justement, du coup, comme je parle des tampons, mes chouchous vont être du coup tout ce qui va concerner les tampons clear, les tampons cling. Donc je reviens sur le terme cling. Cling, ça veut dire tout simplement que c'est un tampon caoutchouc qui est monté sur une mousse en fait. Alors attendez, hop, voilà. Vous avez le caoutchouc, vous avez la mousse. En fait, c'est l'équivalent d'un tampon bois sans le bois. Voilà, vous avez grosso modo l'explication. Donc j'utilise beaucoup, quasi exclusivement maintenant ces tampons-là, les tampons clear, les tampons non montés également. Et pour tout vous dire, j'envisage de démonter l'ensemble de mes tampons bois pour les avoir en version cling, pour pouvoir les utiliser aisément dans la Misty, tout simplement parce que il arrive, dépendamment des tampons, que certains tampons se tamponnent mal et qu'on ait des mauvaises surprises. Et vous savez comme moi que c'est très compliqué de réussir à retamponner tout pile au milliardième de millimètre près, le retamponner au même endroit et du coup on a parfois des dégâts de tamponnage, ce qui nous fait rater des cartes, etc. Avec cet outil là, que ce soit la Misty ou les autres, plus de problème, vous avez votre tampon qui est collé sur la surface plastique ici, vous avez votre papier qui est calé, qui est bloqué avec des aimants, à moins que vous amusiez à bouger tout ça. Tout est bien calibré et vous pouvez réimprimer, retamponner 15 000 fois s'il le faut votre motif sans avoir peur que le tamponnage soit décalé. Donc pour moi, c'est vraiment un des outils chouchou, comme je vous dis, que j'utilise tout le temps, mais que je conseille. C'est un des rares achats onéreux que je vais quand même conseiller à des petits nouveaux. Mais ça reste un de mes chouchous et je ne regrette pas l'investissement. Au niveau de mes tampons en tant que tel, mon style a un petit peu évolué parce que j'ai modifié un petit peu certains outils, notamment dans la mise en couleur. Du coup, sont venus se rajouter à ma collection de tampons, beaucoup de tampons avec des motifs que l'on va pouvoir mettre en couleur. Donc je vais avoir pas mal de personnages, de petits paysages, etc. Donc ça c'est la petite nouveauté qui est venue se rajouter, sinon pas de gros changements. Concernant les encres, j'ai changé pas mal ma méthode de fonctionnement, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une mise en couleur qui se fait maintenant principalement avec un médium élargi style aquarelle. Je dis élargi parce que je vais autant utiliser la peinture aquarelle que des feutres aquarelles, donc voilà, pour faire un style aquarelle. Et du coup, j'utilise quasi exclusivement maintenant l'encre Versafine en noir ou en gris. Je vous expliquerai dans une vidéo pourquoi j'utilise parfois le gris. Et je vais utiliser de temps en temps mes encres Distress
pour pouvoir faire soit des fonds, mais ça va être assez rare, soit pour venir, alors ce que je dis moi c'est vintagiser, donner un petit coup de vieux à mes illustrations avec le tie-dye par exemple, ou avec d'autres teintes un peu ambrées ou marron, du coup pour donner un petit effet vieilli que j'aime beaucoup au niveau des illustrations. Vous avez pu découvrir tout ça au niveau de mes vidéos, pas de mes vidéos, au niveau de mes publications Instagram lorsque je partage mes cartes de Noël. La plupart du temps, vous allez retrouver un petit encadré de distress autour. J'aime beaucoup ce style-là. Pour utiliser la distress, je continue à utiliser toujours mes petites éponges basiques. Vous savez, je vous avais dit que j'achetais des petites éponges que je découpais. Et voilà, 10 ans après, je continue à les utiliser. Cet été, j'ai investi dans un petit outil dans ce style-là parce que je voulais vraiment voir si au niveau de la qualité du tamponnage, ça serait plus facile pour moi parce que si vous me suivez sur Fleur d'Esprit, vous savez que j'ai parfois des douleurs qui peuvent se balader et notamment dans les mains, et c'est parfois un peu compliqué pour moi et un peu inconfortable de travailler avec l'éponge. Je vais avoir tendance à me crisper un petit peu et du coup ça va faire que mes douleurs vont s'activer. Je pensais qu'avec un petit embout ça serait un peu plus ergonomique, du coup j'ai investi dans l'embout et les petites mousses qui du coup se casent à merveille derrière le petit pad mini. Alors je pense que c'est une autre manière d'ancrer, mais pour l'instant je suis parfois plus à l'aise quand même avec ça parce que j'ai l'habitude, mais ça reste quelque chose que j'aime bien utiliser également. Concernant les distress, je pense que je vais finir par n'acheter que des petits ink pads, tout simplement parce que je ne les utilise pas assez pour avoir besoin du gros. Donc voilà, vous avez toute ma collection d'encre. En ce qui concerne les encres Stampin' Up, je ne les utilise quasiment plus, mais j'ai du mal à m'en séparer parce que je me dis que peut-être un jour, qui sait, on ne sait jamais, mais j'ai des doutes. Mais on verra bien. Sinon, je continue également à faire un peu d'embossage. Du coup, j'ai besoin de petits matériaux classiques. Donc la Versamark que je continue à utiliser, c'est une encre que j'aime beaucoup. J'ai jamais de raté, donc j'apprécie énormément cette encre-là. Mes poudres à embosser n'ont pas changé non plus. Je me suis un petit peu agrandie au niveau des couleurs, mais j'en ai pas tant que ça. Je reste beaucoup dans les métalliques et dans la transparent vernis et transparent pailleté. Ça restera mes chouchous inconditionnels et indétrônables de l'embossage. Par contre, un outil qui est venu s'intégrer à ma boîte à outils, c'est ce petit sac alors comment on appelle ça, un sac antistatique ou quelque chose, un coussin antistatique, en tout cas le Stampin' Up il s'appelle le Embossing Body, je crois, quelque chose comme ça. C'est un outil qui est venu s'intégrer très facilement dans ma routine, tout simplement parce que ça nous permet de faire un embossage beaucoup plus propre et beaucoup plus fin. Donc c'est devenu un incontournable. J'essaierai très probablement d'en faire une version maison et je vous proposerai ça en vidéo très prochainement, mais pour moi c'est un achat qui, même si initialement au départ je trouvais pas ça forcément utile, après l'avoir testé, je me suis rendu compte que c'était justifié. Au niveau des cols, il n'y a pas énormément de changements, si ce n'est que j'utilise beaucoup moins de double face qu'avant. Avant, c'était un petit peu la solution de facilité. Maintenant, je vais l'utiliser lorsque je vais vraiment avoir des constructions à faire, notamment pour des pliages spéciaux, ou lorsque je vais avoir beaucoup d'épaisseur de papier, et notamment des papiers épais, comme le papier mix média et différentes couches de cardstock. Là, je vais utiliser le double face, qui du coup me garantira vraiment un collage assez sécurisé. Sinon, pour tout le reste, je suis revenue à la bonne vieille colle liquide. J'achète un gros bidon de colle liquide c'est chez qui je l'ai acheté? Chez VBS, je crois, VBS Hobby, c'est un site que vous pouvez trouver sur internet. Et je me suis trouvé un flacon avec un embout fin, du coup je peux faire des collages soit de précision et ça me coûte beaucoup moins cher qu'avant, hein, donc voilà, petit retour en arrière. Le double face c'est très bien, mais c'est pas forcément nécessaire à 100% du temps. La colle liquide ou la colle en bâton conviennent aussi très très bien si vous faites des petits collages simples.
Il m'arrive d'utiliser encore quelques Glue Dots, mais ça reste très sporadique. Je vais les utiliser principalement pour coller éventuellement des demi-perles ou des strass qui n'ont pas ou plus leur adhésif derrière. Et éventuellement pour faire tenir un ruban récalcitrant qui ne veut pas rester en place exactement là où je veux. Donc pour mater la petite rébellion, un petit coup de Glue Dots, mais sinon je les utilise beaucoup moins qu'avant également. Et les dimensionnels, donc les mousses 3D, c'est pareil, j'en utilise peu parce qu'effectivement mon style a un peu évolué. Je fais des cartes beaucoup plus simples vu que je fais de la mise en couleur aquarelle. Je trouve, moi personnellement à mon goût, que du coup la mise en couleur aquarelle suffit à elle-même. J'ai pas forcément besoin de faire des effets de relief, etc. Ça m'arrive quand même d'en faire de temps en temps, donc je continue à les utiliser. Ça reste des incontournables. Petite nouveauté qui est venue s'intégrer dans ma boîte à outils, c'est de la colle à pochoir. Initialement, je l'avais acheté pour des pochoirs, oui, effectivement, mais pas que. Je l'avais également acheté pour ma silhouette, parce que oui, ça y est, j'ai ma silhouette. Hein. Vous savez, le truc que je vous dis que je veux acheter depuis 10 ans. Bon, peut-être pas 10 ans, j'exagère. Mais en tout cas, ça fait un bon 5 à 7 ans que je bave devant. Je me suis enfin acheté ma machine de découpe silhouette. Et cette machine a ce qu'on appelle des feuilles de transport qui nous permettent de tenir le papier que l'on va découper. Cette feuille de transport est adhésive et elle a une durée de vie limitée. Et du coup, j'avais vu des utilisatrices qui utilisaient de la colle à pochoir pour essayer de le faire durer le plus longtemps possible avant d'avoir besoin de le changer. Donc c'était une des raisons de l'achat et je me suis rendu compte que finalement, je pouvais aussi l'utiliser pour tous mes tampons non montés, c'est-à-dire qui n'ont aucun adhésif derrière ou aucun élément statique qui permettent de le faire tenir sur un bloc acrylique ou sur ma Misty. Du coup, j'utilise cette colle à pochoir et je les utilise également sur les tampons bois que j'ai démontés. Du coup, j'ai le tampon seul et parfois l'adhésif n'est pas assez fort pour tenir. Donc, un petit coup de colle à pochoir. C'est une colle qui est repositionnable, donc il n'y a aucun risque que ça reste collé à votre bloc acrylique. Donc, pour moi, c'est une solution, un outil très pratique qui est venu s'intégrer dans ma boîte à outils très très simplement. Je vous parlais à l'instant de ma silhouette, donc du coup je vais vous parler aussi de la Big Shot. Je ne vous l'ai pas amenée, mais j'ai toujours ma Big Shot, elle est rangée bien tranquillement dans mon coin créa. Je vous ai juste amené les dies pour essayer d'illustrer tout ça. Je continue à utiliser ma Big Shot. Par contre, effectivement, j'utilise beaucoup plus souvent des éléments comme ceci, donc des dies de forme simple avec un petit élément de fausse couture. Ça me permet d'ajouter un petit quelque chose de joli. Ça vient apporter une jolie finition sur mes illustrations, tamponnage avec la mise en couleur aquarelle. Donc ce sont vraiment les formes que je vais utiliser le plus. Maintenant, j'ai plein d'autres dies que je continue à utiliser et je prends en main tranquillement ma silhouette. Du coup, je pense faire des jolies choses avec, mais pour l'instant, je ne vous proposerai rien avec ça parce que je ne suis pas encore assez sûre de moi. Un autre outil qui est passé un petit peu à la trappe, je voulais vous le présenter au tout début, mais finalement il va arriver maintenant, c'est mon heat gun. Tout comme le Massico et tout comme la cutting mat, le heat gun est un outil que j'ai acheté tout de suite il y a plus de 15 ans à Cultura. Il m'avait coûté je crois 14 ou 15 euros. C'était un Aladdin ou je sais plus quelle marque. En tout cas, il marche très bien, il surchauffe pas. Il a peut-être pas une super belle gueule, surtout qu'il a de la peinture partout maintenant. Mais il fonctionne très bien et c'est un outil que je vais utiliser tant pour l'embossage que pour sécher mes projets lorsque je fais de la mise en couleur aquarelle. Comme je n'ai pas forcément envie d'attendre, je suis un peu impatiente. Si j'ai un travail à faire sur mon papier aquarelle, je vais sécher au fur et à mesure avec ça pour pouvoir repasser des couches sur mon papier sans avoir à attendre et à détremper mon papier aquarelle. Donc pour moi, ça reste un chouchou. Chouchou ultime de l'année 2017, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai bassiné avec ça lors de mes vidéos, de mes publications pour Noël, lorsque je vous présentais les cartes que je faisais. À chaque fois que j'indiquais la mise en couleur, je vous indiquais Zig Clean Color. Donc ce sont des feutres aquarelles, donc ce sont des feutres avec un embout pinceau. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites, mais peut-être que je vous proposerai
ferai une vidéo pour vous présenter un petit peu pourquoi moi je les aime et comment je les utilise. C'est un outil qui a un petit peu révolutionné ma manière de fonctionner et du coup un petit peu mon style. Les Clean Color et ma palette d'aquarelle sont venus s'intégrer pleinement et comme je vous ai dit ont un peu modifié ma manière de bricoler. Donc vous avez les aquarelles Kuretake qui sont là et vous avez quelques petites sakura qui traînent. Je voulais vraiment les regrouper en un seul morceau, en un seul endroit. Voilà, donc ces outils, donc que ce soit la peinture aquarelle en tant que telle avec la palette Kuretake ou que ce soit les Clean Color, ils ont vraiment modifié ma manière de bricoler, à savoir que je me suis vraiment pris au jeu de la mise en couleur, ce que je n'arrivais pas à trouver intéressant avec les autres feutres que l'on peut trouver sur le marché. Je me suis bien éclatée avec cela et franchement je ne regrette pas du tout mon achat, donc je pense qu'effectivement je vous en parlerai. Avec ces feutres là sont venus s'intégrer un outil que j'avais déjà mais que j'utilisais de manière sporadique, à savoir un pinceau réservoir ou un aquabrush. Donc c'est un outil que j'utilise systématiquement quand j'utilise mes Zig Clean Color. Et je me suis fabriqué une petite planche, une petite palette, soit de mélange qui me permet du coup de travailler avec mes feutres. Je peux directement écrire dessus et ça me permet d'aller récupérer pile poil la couleur dont j'ai besoin si je veux faire des effets un petit peu de couleur très légère. En tout cas, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je me la suis fabriquée moi-même. Vous pouvez vous en acheter, mais ça coûte cher pour pas grand chose. Une feuille Bristol, une planche, une pochette plastique et vous avez votre planche de mise en couleur qui ne vous a coûté quasiment rien. Autre outil que j'utilise énormément, et ça c'est pareil sur Instagram, vous pouvez le voir, ça va être mon petit pchit à paillettes et du coup mon simili Wink of Stella. Donc c'est exactement la même solution à paillettes avec de l'alcool que j'ai mis dans un aquabrush et du coup bah, ça me fait un Wink of Stella. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Wink of Stella, je vais vous montrer, vu que j'en avais également acheté. Je ne dirais pas que c'est mon chouchou, mais comme je vous présente ma version maison et que c'est l'équivalent de ça, du coup je vous les présente également. Donc les Wink of Stella sont de la marque également Kuretake, comme ma palette d'aquarelle. En fait, ce sont l'équivalent d'un aquabrush. Donc vous avez un réservoir ici qui contient un liquide coloré, pailleté ou transparent au choix. Vous voyez qu'il y a différentes couleurs. Et du coup vous avez ici un embout pinceau également et ça vous permet de faire des ajouts de paillettes à certains endroits. Comme j'avais moi ma version maison, j'avais envie de découvrir un petit peu ce que valaient les versions originales. Je me rends compte qu'au final, la version transparente et la version maison suffisent largement. Mais voilà, comme je les ai, je vais continuer à les utiliser. Mais quoi qu'il en soit, c'est un incontournable. Comme je vous dis, je mets de la paillette quasiment à chacune de mes cartes. Et ça va être soit en version un peu élargie et légère sur l'ensemble de la carte ou avec des points focaux à certains endroits avec l'aquabrush. Je vais vous parler de mes deux produits maison ici, mon petit pchit à paillettes et mon petit aquabrush à paillettes. J'en profite pour vous reparler de mes encres ou peintures en spray également. Je vous avais fait une vidéo vous indiquant comment les réaliser. Je pense que je vais la refaire parce que je traumatise toutes les personnes qui visionnent cette vidéo avec le fait que je parle beaucoup trop. Effectivement, je parle beaucoup. Donc je pense que je referai une version de cette petite recette et du coup je reparlerai de ce pchit où je ne me bornerai qu'à donner les proportions, etc. En tout cas, mes petites peintures en spray continuent à fonctionner. Je n'ai absolument aucun problème de pchit. Effectivement, si ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, il faut que je nettoie un petit peu ma petite buse ici. Mais je n'ai pas de problème de tuyaux qui s'encombrent. Je peux continuer à les utiliser sans problème et je continue à les intégrer dans mes petites créations. Pas forcément dans la carterie, mais je continue à les utiliser avec beaucoup de plaisir. Donc ça reste des chouchous.
Un petit outil qui est venu s'intégrer à ma boîte à outils également, c'est ce qu'on va appeler un fluide de marquage, donc Resist Pen. Vous allez avoir différents noms. Quoi qu'il en soit, la plupart du temps, vous allez le retrouver en version, c'est une sorte de liquide opaque qui peut être coloré, bleuté. C'est un liquide, comme le nom l'indique, qui va vous permettre à masquer des zones précises d'un élément, donc un tamponnage, ou vous-même créer un dessin ou un texte avec ce liquide de marquage. Vous pouvez travailler avec des médiums de mise en couleur, notamment aquarelle. Le Resist Pen va résister à l'eau et aux pigments. Et du coup, une fois que l'ensemble du projet est sec, vous n'avez plus qu'à gommer le Resist Pen qui du coup va disparaître en petites bouloches, c'est magique. Et vous avez du coup des éléments qui sont bien propres, bien nets. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'utiliser pour faire des fonds aquarelles avec un texte qui du coup sera laissé blanc, ou vous pouvez l'utiliser pour des tamponnages, pour avoir des zones qui seront vierges de toutes couleurs. Moi je l'ai beaucoup utilisé notamment sur mes cartes pour Noël pour faire des effets neige, donc des effets ultra blancs alors que tout le reste est mis en couleur. Ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup ce modèle là a un embout très très fin. Donc ça me permet vraiment de poser donc mon liquide de masquage de manière très précise sur des zones très fines sans problème. Donc c'est un outil qui est venu s'intégrer du fait de mon utilisation de mes petits feutres aquarelles. Niveau décoration, je me suis rendu compte que les derniers temps, je mettais beaucoup moins de décoration sur mes cartes, même si je n'ai jamais été très intéressée par un amoncellement de décoration. Les derniers temps, ce que je mets beaucoup, ça va être des petites demi-perles et éventuellement des petits strass. Donc j'ai des strass en grand comme ça, je vais avoir des petits strass que je vais utiliser sur différents petits projets pour mettre juste une petite touche de brillant ou une petite touche de classe à mes projets. On va finir cette vidéo chouchou avec les papiers que j'utilise. Donc un chouchou inconditionnel du fait de mon amour inconditionnel pour mes feutres aquarelles. J'ai acheté donc du papier mix média. Donc c'est du papier canson qui me permet du coup de travailler mon médium aquarelle en détrempant le papier sans avoir le papier qui se déchire ou qui s'effrite du fait de la présence de l'eau. Donc c'est un papier qui est adapté pour, qui est assez épais, donc ce qui justifie parfois l'usage du scotch double face, parce que cette épaisseur plus les épaisseurs de cardstock nécessitent parfois un collage beaucoup plus résistant. Je me rends compte que finalement, même si je travaille un médium qui est aquarelle, je ne suis pas encore très à l'aise avec le papier aquarelle. Je préfère le papier mix média qui pour moi me permet vraiment de pallier éventuellement à mes petits défauts de débutante en simili aquarelle, c'est-à-dire que je vais peut-être parfois tendance à avoir envie de trop travailler une zone au lieu de la laisser sécher et ensuite de revenir travailler. Donc du coup je mets à mal un peu mon papier, donc ce papier là m'aide à éviter d'avoir des gros dégâts. Il est texturé, donc ça donne un petit aspect assez sympa qui va bien avec mon style un peu vintage. Donc pour moi c'est un incontournable. Dès que je fais un tamponnage et dès que je fais une mise en couleur, c'est lui que je vais utiliser. Si je n'utilise pas ma mise en couleur aquarelle et que je décide de faire un tamponnage, je vais utiliser des fiches Bristol blanches que j'achète à Auchan tout simplement. Au lieu d'acheter du cardstock blanc, et ben j'ai décidé que j'allais acheter ces petites fiches Bristol blanches qui sont très bien. Ce sont des fiches Bristol, donc pour ceux qui connaissent pas ou qui sont pas en France, les fiches Bristol sont des feuilles de carton assez épaisses, 205 grammes, et je trouve que c'est l'idéal. C'est un bon compromis qui coûte pas cher pour pouvoir faire des tamponnages, et ça peut me servir également de base de cartes, notamment en blanc, mais comme je vous ai dit, bah, ça coûte beaucoup moins cher parce qu'on n'est pas sur du matériel créa, mais du matériel de bureau. Voilà, donc petite astuce en passant, n'hésitez pas. Donc ça c'est pour les tamponnages. Maintenant, comme je vous ai dit, mes cartes sont devenues assez simples. Vous allez en général avoir l'illustration qui va être sur du papier mix média, et ensuite je vais coller le tout sur une carte, sur une base de cartes. Donc pour la base de cartes, je n'ai pas changé, on reste sur des cartes stock unies.
ou des cardstock dits Basil, donc texturés. Je vais avoir certains formats 30 par 30 si je décide de faire des cartes carrées, notamment les cartes 15 par 15. Sinon, je vais majoritairement utiliser des feuilles cardstock A4. Très souvent en papier craft ou en blanc comme je vous ai dit. Je suis un peu monomaniaque avec le craft, j'ai tendance à en mettre un peu partout. Il m'arrive de temps en temps de faire un matage de mon illustration. Donc le matage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait le fait de mettre un papier en dessous d'une photo si vous faites du scrap ou d'une illustration tamponnée. Donc vous mettez un papier en arrière qui va venir faire un encadré qui va du coup mettre en valeur un petit peu votre illustration. Donc je fais souvent ça soit avec du papier métal ou du papier paillettes, notamment là pour Noël j'ai beaucoup fait ça. Mais je vais pouvoir aussi de temps en temps utiliser des papiers, ce qu'on va appeler des papiers design. Et du coup comme ce sont des papiers juste pour la décoration, vous pouvez vous permettre d'acheter des papiers fins. Et ça vous coûtera beaucoup moins cher que des papiers style cardstock mais décorés. Donc là celui-là c'est un papier que j'ai acheté là très récemment à une boutique qui a ouvert près de chez nous il y a quelques mois, qui s'appelle Sauce Train Green. Je sais jamais comment le prononcer, mais en tout cas ils ont de manière périodique des jolis produits comme ça en décoration pour le loisir créa, et ils ont parfois des jolis papiers design qui peuvent être sympas à mettre sur vos cartes. Je vous l'avais dit que je risquais d'être longue. Je suis désolée, j'ai fait de mon mieux. Je vais essayer d'encore raccourcir au niveau du montage, mais si ma vidéo est encore longue, c'est que j'ai pas réussi. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, vous en savez un petit peu plus sur le matériel que j'utilise constamment, tout le temps, mes inséparables, mes meilleurs amis. Ça n'est pas forcément les outils que je conseille pour quelqu'un qui débute, je préfère le répéter, ça n'est pas forcément tout de suite que je vais vous conseiller d'acheter une palette d'aquarelle Kuretake, c'est pas forcément l'outil essentiel quand on démarre. Quoi qu'il en soit, c'est les outils que moi j'aime bien utiliser. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour cette première vidéo avec une introduction et une conclusion définitivement trop longue. En tout cas, c'est à mon image, à savoir très bavarde. Si vous souhaitez me retrouver en dehors de YouTube, vous connaissez le refrain, je vous en parle peu, mais ils n'ont pas changé. Vous avez toujours la page Facebook qui vous permet d'avoir un coup d'œil de l'ensemble des publications qui sont faites, que ce soit sur Fleur d'Esprit ou Atelier Fleur d'Esprit, blog, YouTube, vous retrouverez tout à cette place-là. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube, ou sur les blogs, ou également sur Instagram. Je suis beaucoup, tout le temps collée sur Instagram, soit pour suivre des publications, soit pour publier moi-même des conneries qui sont inutiles mais qui sont parfois très drôles. Donc si vous avez envie de me suivre au quotidien, n'hésitez pas à aller sur cette plateforme. Vous allez me retrouver également avec le mot-clé Fleur d'Esprit. En tout cas, n'hésitez pas, vous allez dans Google, vous tapez Fleur d'Esprit ou Atelier Fleur d'Esprit, Google va me trouver. Google est mon ami, Google est ton ami. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je dis que des bêtises. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Je pense que ça se voit. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.